Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous regardez bien le Midi de l'Exemplaire. Nous sommes le jeudi 3 décembre. Au sommaire de cette édition, nous allons aborder la question des grèves en matière d'éducation. Nous allons également parler du projet Énergie Est. Et enfin, nous allons aborder la question de l'ouverture, plutôt que prévu, de la Porte Sainte dans la ville de Québec. Mesdames, Messieurs, bienvenue au Midi de l'Exemplaire. Vous êtes en compagnie de Cécilia Foissard et de Sévia Pellissier. Bonjour Sévia. Bonjour Cécilia. En manchette aujourd'hui. La Cour supérieure du Québec a invalidé la loi portant sur l'aide médicale à mourir qui devait initialement entrer en vigueur le 10 décembre prochain. Québec a fait entendre qu'il ferait appel de cette décision. Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, estime de son côté qu'il ne fera pas de chasse aux sorcières pour tous les médecins qui voudraient encore recourir à l'aide médicale à mourir. Le gouvernement libéral de Philippe Couillard entend créer un registre provincial des armes à feu. Le ministre de la Sécurité publique, Pierre Moreau, déposera aujourd'hui à l'Assemblée nationale un projet de loi sur l'immatriculation des armes. Le système canadien ayant été aboli par l'ancien gouvernement conservateur, les données passées ont été effacées. Les coûts entraînés par sa reprise sont estimés à 30 millions de dollars. Aujourd'hui a lieu la 15e guignolée des médias. De nombreux médias, accompagnés de bénévoles, sont descendus dans les rues afin de récolter des fonds et des denrées alimentaires pour aider les personnes les plus démunies. Ce besoin se fait de plus en plus criant dans la région de Québec. Hélène Côté de Moisson Québec a expliqué que l'achalandage dans les banques alimentaires était de plus en plus important. Depuis la rentrée dernière, de nombreux enseignants et de nombreuses personnes travaillant dans le milieu scolaire sont en grève pour protester contre les mesures de rigueur budgétaire imposées par le gouvernement de Philippe Couillard. Samuel Maheu, notre reporter, est allé à la rencontre des personnes qui faisaient la grève ou qui manifestaient justement contre ces mesures. Voici le reportage. Depuis le début de l'année scolaire, les enseignants d'école publique sont en grève afin de s'opposer aux compressions proposées par le gouvernement du Québec. Cependant, ce ne sont pas tous les enseignants qui sont en accord avec ce moyen de pression. On sort en grève, donc c'est des journées perdues pour travailler avec les enfants. C'est des journées qui sont cruciales parce qu'on est en fin d'étape, donc les parents ne sont pas avisés du cheminement de leur enfant, côté académique, comportemental. On n'est pas présent à l'école, ça nous retarde dans notre travail, dans notre planification, le temps qu'on accorde aux élèves aussi. C'est des périodes de service en orthopédagogie que les enfants ne peuvent pas reprendre. On a décidé de faire des récrés prolongés. C'est 20 minutes par semaine qu'encore là, on donne pas aux enfants, en plus de la grève. Pour sa part, cette déléguée syndicale soutient que la grève a lieu d'être. L'enseignante, là, c'est multitâche. Ce qu'ils veulent, c'est nous augmenter notre tâche à 35 heures, mais plus de plan de travail personnel. Mais plus de temps de travail personnel, c'est comme impossible. Parce que si je suis assignée à toutes les heures, quand est-ce que je vais pouvoir planifier? Quand est-ce que je vais pouvoir corriger? Ils voulaient augmenter les classes, les ratios. En augmentant les ratios, on augmente aussi les élèves en difficulté. On augmente le fait que c'est difficile d'aider chacun des élèves. Parce que oui, il faut aider les élèves en difficulté, mais ceux qui vont bien aussi, il faudrait être présent pour eux autres. Un professeur en relations industrielles abonde dans le même sens. Ça a servi beaucoup à mettre de l'avant leur rapport et à les valoriser dans un premier temps. Puis également, ça sert à faire des ponts avec les parents. On parle beaucoup que les syndicats devraient utiliser d'autres moyens. Mais en réalité, dans notre système de relations industrielles à nous, si tu t'entends pas, il n'y a pas d'autre moyen que la grève. Il n'y a rien d'autre qui est donné. Donc, en termes de supporter leurs revendications, oui, c'est un moyen de pression très adéquat parce que c'est, en bout de ligne, à l'extrême, c'est le seul qui reste. Que les enseignants soient pour ou contre la grève, ils devront tout de même retourner sur les lignes de piquetage, puisque les votes, dans le milieu de l'éducation, ont mené à l'envoi d'avis officiels aux commissions scolaires confirmant des jours de grève les 9, 10 et 11 décembre prochains. C'était Samuel Maheu pour l'Exemplaire, à Québec. Samuel, tu t'es rendu dans une école afin d'en savoir plus, mais aujourd'hui, quels sont les nouveaux développements en la matière? Alors justement, aujourd'hui se déroulera un vote de grève pour le syndicat des enseignants des Deux-Rives. Donc en fait, il faut comprendre que ce ne sont pas tous les syndicats qui vont être en grève le 9 décembre, bien qu'il y ait une journée qui a été réservée à ça. Certains syndicats sont séparés du front commun en fait. C'est le cas du syndicat des Deux-Rives. Donc les enseignants vont devoir voter aujourd'hui pour savoir s'ils vont devoir aller en grève.
C'est vraiment du cas par cas dans toute la province. Dans leur cas, en fait, de plus en plus, les gens sont contre la grève pour les enseignants. En novembre, c'était un 54% des gens qui étaient pour la grève. Ce qu'on remarque, c'est qu'en ce moment, ça diminue. OK. Ben, merci pour cette intervention, Samuel Maheu. Le dossier Énergie Est a fait beaucoup de remous dans les derniers mois. Samuel Fournier a exploré le dossier pour nous. Samuel, comment est-ce que tu t'es pris pour arriver à ton reportage? Alors, Sylvia, je me suis rendu à l'une des 8 rencontres organisées par TransCanada au centre des congrès de la ville de Lévis. Pour l'occasion, j'ai rencontré Tim Dubois, relationniste pour TransCanada. Allons visionner le reportage. De par ses multiples fonctions, le fleuve Saint-Laurent occupe une place importante dans l'écosystème québécois. Bientôt, une nouvelle fonction pourrait s'ajouter à celui-ci. En effet, si le projet Énergie Est voit le jour, un oléoduc pourrait passer sous le fleuve Saint-Laurent à la hauteur de Québec. Le jeudi 12 novembre 2015, TransCanada était au centre des congrès de la ville de Lévis. Pour l'occasion, des manifestants se sont déplacés afin d'exprimer leur opposition au projet. Cet homme, issu du mouvement Stop Oléoduc, craint le passage d'Énergie Est près des cours d'eau du Québec. Le malheur qui ferait que ça débuterait, ou que ça suinterait, ou que ça coulerait, ou même qu'il y aurait une catastrophe sur une de ces rivières d'eau, ça va, c'est pas lui le bassin versant du fleuve. Tim Dubois, relationniste pour TransCanada, se veut rassurant sur les divers moyens de sécurité utilisés par la compagnie. C'est aussi un système qui ne marche pas tout seul. Toutes les fuites sont détectables dans un oléoduc. Le SCADA n'est qu'un de nos moyens de détecter une fuite. Le système, les capteurs qui sont placés le long d'un oléoduc mesurent le débit, la température, la pression, afin de nous permettre de voir s'il y a une anomalie. Cette année, selon le Bureau de la sécurité des transports du Canada, 106 fuites d'au moins 1 mètre cube de produits pétroliers ont eu lieu. 104 de ces fuites sont considérées comme des incidents, c'est-à-dire une fuite ou un déversement non circonscrit et non maîtrisé. Déjà en 2014, le Conseil des Canadiens expliquait qu'Énergie Est pouvait être une menace pour la qualité de l'eau potable et pour la faune marine du Saint-Laurent. En cas d'incident, en combien de temps une équipe pourrait décontaminer les lieux? C'est une excellente question, puis je sais que c'est une question qui exige une réponse exacte et précise. La réponse est, ça dépend de la situation, ça dépend du lieu. C'était Samuel Fournier pour l'Exemplaire. Le 8 décembre prochain, la cathédrale basilique Notre-Dame de Québec réouvrira les portes de la Porte Sainte. Kim, qu'est-ce que c'est exactement la Porte Sainte? La Porte Sainte, en fait, c'est une porte qui a été installée à la basilique cathédrale en 2013. C'était pour commémorer à l'époque le 350e anniversaire de la paroisse Notre-Dame de Québec. Elle avait été offerte par le Vatican. C'est la première et la seule en Amérique du Nord aujourd'hui et elle va rouvrir justement le 8 décembre pour commémorer l'année sainte de la miséricorde que le pape François a décrétée pour 2014, 2015, 2016. D'accord, merci pour tes observations, Kim. La Porte Sainte a attiré les foules l'an dernier lors du 350e anniversaire de la paroisse Notre-Dame de Québec. Près de 330 000 personnes de partout à travers le monde ont alors traversé. Au total, les commémorations ont attiré 35 % plus de visiteurs dans les lieux de culte de l'arrondissement, dont l'église Notre-Dame des Victoires de Place Royale. Madeleine Roy-Jonca, qui travaille à la boutique de la basilique cathédrale depuis son ouverture, se rappelle de l'achalandage de 2014. Il y a une journée, entre autres, on était 5. Je me suis assise sur la balustrade pour laisser la porte fermée pour pas que les gens entrent. J'en fais entrer 2, j'en fais sortir 2. Ça, c'est moi qui s'est occupé de ça une journée seulement. Mais les autres, c'est toujours rempli. On n'arrête pas. À l'occasion de l'année sainte de la miséricorde décrétée par le pape François, la Porte Sainte ouvrira à nouveau le 12 décembre. Selon le curé de la paroisse Notre-Dame de Québec, Monseigneur Denis Bélanger, cet événement permettra de mettre le patrimoine religieux de l'arrondissement en valeur. Le fait que la Porte Sainte a été un événement de cette ampleur, ça jette la lumière sur Québec. Et ensuite, le vieux Québec déborde là, de chapelles historiques qui sont des bijoux, et dont on s'est servi parce que les gens qui sont venus en pèlerinage ici, on donnait rendez-vous à des pèlerins, non pas à la cathédrale, mais toujours dans une des chapelles historiques. Martina Devry, directrice au développement des opérations à la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux de Québec, est convaincue que cette réouverture prouvera que la capitale est une destination religieuse de premier plan.
On est justement en train de vouloir créer cette image commune, forte, unie, que Québec est la destination pour le tourisme religieux et un nouvel événement religieux comme l'Année Sainte, ça va vraiment aider à rentrer cette nouvelle image-là d'une façon très forte, autant au niveau des médias qu'au niveau des voyagistes pour que vraiment, comme on dit, à force de répéter, le message entre. La seconde ouverture de la Porte Sainte est prévue pour le 12 décembre prochain et elle se refermera pour plusieurs années, le 20 novembre 2016. C'était Kim Chabot, l'Exemplaire, à Québec. Cécilia, tu nous as concocté un reportage sur la restauration à Québec. Qu'en est-il? Oui, absolument. Donc en fait, mon reportage porte sur qu'est-ce que la gastronomie à Québec, qu'est-ce que la gastronomie moderne à Québec. On constate à peu près depuis une décennie l'ouverture de certains restaurants plus contemporains qui font de la gastronomie leur marque de fabrique, mais avec des produits moins nobles, moins travaillés, moins chers et avec une ambiance plus détendue. Depuis quelques années, la gastronomie se démocratise et se veut plus accessible. Olivier Godbout, cuisinier, explique l'émergence du phénomène. Québec, de plus en plus, a évolué du côté gastronomique. C'est-à-dire, on a commencé avec les restaurants comme le Panache, l'Initial, le Laurier Raphaël, où sont descendus une branche différente qui est la bistronomie. Dans le fond, tous les gens, il y a 10 ans dans ce métier-là, dans ces restaurants-là, aujourd'hui, fonctionnent dans des restaurants plus bistronomiques. On travaille des produits moins nobles avec des techniques gastronomiques pour les rendre à leur plus ample potentiel. Ces brasseries d'un nouveau genre brisent les codes. Les plats sont agencés comme dans les restaurants gastronomiques, mais l'ambiance recherchée est la convivialité plutôt que la rigueur imposée par certains établissements renommés. Les derniers restaurants qui viennent d'ouvrir, pour ceux qu'on entend parler, je pense que c'est plus des restaurants dans ce genre, dans notre genre un peu. Quand on dit notre genre, c'est plus on parle de cuisine, là, parce que on n'a pas la même ambiance qu'au bistrot B ou au Québec ici, là, alors que la cuisine peut se ressembler aussi sur certains points. Mais je pense que la tangente, oui, parce que c'est plus abordable également. Ce type d'établissement attire une clientèle de plus en plus nombreuse, en quête de qualité à moindre coût. C'est d'être capable de bien accueillir les gens, que ça soit... les gens veulent rentrer en jeans puis en t-shirt puis manger un 5 services bien servi. Moi, je suis totalement pour ça. Les gens, ils savent ce qu'ils veulent puis il n'y a pas besoin d'avoir la grosse étiquette qui vient avec. Ces changements bouleversent les techniques traditionnelles. Cette évolution de la cuisine appelle les professionnels du milieu à revoir leurs méthodes culinaires. Les professeurs ont dû changer leur curriculum puis vraiment s'adapter au fait que la cuisine évolue, que la cuisine change. On est vraiment dans un beau mode contemporain de changement où les gens cherchent à amener du nouveau, à innover dans le métier. Puis ça, c'est vraiment intéressant. La démocratisation de la gastronomie tend à gagner du terrain dans la vieille capitale. Reste à voir si la nouvelle mode de la bistronomie pourrait devenir une norme dans le monde de la restauration à Québec. C'était Cécilia Poissard pour l'Exemplaire. Maintenant pour les sports. Notre journaliste Édouard Dufour s'est rendu à l'école secondaire Rochebelle afin de voir les développements de la construction du nouveau pavillon des sports. Que pensez-vous de la construction du nouveau complexe sportif à l'école secondaire de Rochebelle? Moi, je crois que c'est une bonne initiative, puisqu'il y a plusieurs jeunes qui sont pas en forme à l'école de Rochebelle, puis ça va leur offrir l'opportunité de faire du sport. En plus, il va y avoir une nouvelle salle de gym qui va permettre à tout le monde, durant l'heure du midi, d'aller faire un peu de sport, et je crois que c'est très bien. Ouais, moi aussi, je trouve que c'est une bonne idée. L'hiver, on va pouvoir aller faire des activités physiques, vu que les autres gyms durant l'hiver sont souvent très occupés par des activités du midi, et c'est une bonne occasion pour pouvoir se divertir. Depuis combien d'années l'école de Rochebelle souhaite voir la réalisation d'un tel projet? Oh mon Dieu, moi je te dirais, moi ça fait 9 ans que je suis directrice de l'école secondaire de Rochebelle. Bien avant que j'y arrive, on parlait déjà de la problématique de plateau de gymnase. Donc, je pourrais évaluer autour de certainement une quinzaine d'années où on travaillait sur la possibilité d'avoir des plateaux supplémentaires. Comment s'est déroulé le processus? OK. C'est sûr que quand on parle d'un projet de cette ampleur, actuellement, on parle d'un projet de 15 millions. On peut pas... Ça prend un montage financier, là. Donc, au départ, on est allé regarder du côté du ministère de l'Éducation et il y a un volet qui concerne les infrastructures sportives. Concrètement, combien d'équipes sportives vont bénéficier du nouveau complexe? Concrètement,
ça peut sembler spécial, mais j'ai l'impression que toutes les équipes vont en bénéficier. Évidemment, il y a les équipes qui ont des sports en gymnase, badminton, volleyball, on aura peut-être du soccer intérieur, basket évidemment. Mais comme on a un vestiaire de football également et qu'on a une salle d'entraînement, cette salle d'entraînement-là risque d'être vraiment moderne là, avec les instruments qu'on va mettre dedans. Donc, à ce moment-là, les équipes qui ne font pas des compétitions ou des pratiques en gymnase, comme mettons entre autres la natation et le cheerleading, pourront en profiter également là, pour venir s'entraîner là, dans ces nouvelles installations-là. C'était Édouard Dufour pour vos informations de l'Université Laval. Alors, Édouard, quels sont les développements depuis la fin du reportage? En fait, les développements vont assez bon train. Donc, on prévoit la fin de la construction du méga complexe sportif d'ici la fin de l'année 2016. Donc, d'ici décembre 2016, le complexe devrait être terminé de construire. Et en attendant, on peut voir l'évolution à chaque jour. Les murs sont en train de se construire, les fondations sont déjà construites. Et je passe souvent devant le complexe et je peux voir l'évolution des travaux. Les travailleurs sont là à partir de 6 heures le matin jusqu'à souvent 18 heures le soir. Donc, ça fait des grosses journées de travail et on voit avancer ça rondement. Excellent. Merci beaucoup, Édouard. Plaisir. En culture, désormais, Sévia Pellissier, tu nous as fait un reportage sur l'improvisation à Québec, puis l'absence de femmes. Qu'en est-il? En fait, c'est très simple. Depuis quelques années, en fait 5 ans, on voit apparaître énormément de ligues d'improvisation qui se créent autant l'été que l'hiver. Par contre, une seule variante reste la même, c'est qu'il y a très peu de filles qui s'inscrivent dans les ligues. J'ai donc voulu savoir pourquoi dans ce reportage. L'étoile du staff, Myriam Savard. Depuis quelques années, on a pu voir apparaître plusieurs ligues d'impro à Québec. C'est l'engouement du public et des joueurs pour la discipline qui le permet. Malgré cette popularité grandissante, l'impro reste un milieu majoritairement masculin. L'exemplaire a voulu savoir pourquoi. C'est vraiment rare qu'il y ait parité filles et gars dans des ligues d'impro. En fait, c'est impossible quasiment. Peut-être que les filles se lâchent moins de lousse que les gars, moins. Peut-être que c'est moins permis pour les filles d'être drôles et d'être comiques et d'être folles. Je pense qu'il y a un préjugé envers les filles en impro, mais je pense que c'est un peu de la part des filles et des garçons également. J'ai l'impression que les filles, on s'enferme dans seulement certains rôles. On se donne pas la liberté d'y aller dans plusieurs univers. On a surtout tendance à faire, par exemple, des mères ou des jeunes filles. On se fait beaucoup dans les clichés. Parce que les gars, j'ai l'impression qu'ils se donnent moins ils se donnent plus de liberté, ils osent plus faire des choses, puis c'est mieux vu, on dirait aussi, que les gars fassent plus de choses que les filles. Tout dépendant des ligues, des fois, il y en a pas beaucoup, puis il devrait en avoir plus. Je sais, puis souvent, on les voit un petit peu moins. Les gars, on dirait qu'ils prennent plus de place, là, ils sont habitués de faire les bouffons. Raphaël Bolduc est arbitre au collégial. Avec ses 13 années d'expérience, elle a pu voir la discipline évoluer. D'après moi, il y a moins de filles qui font de l'impro parce que il y a moins de place visuellement. Là. Quand on va voir un match d'impro, il y a toujours comme 10 gars, 2 filles. Je pense que c'est difficile de faire sa place dans un monde qui est plus peuplé par des hommes. Il y a vraiment une évolution du statut de la femme en impro. Avant, les filles, c'était les rôles de blonde, puis les rôles de mère, puis c'était que ça. Il n'y avait jamais qu'on voyait une fille l'idée une impro à faire des folies. Là, mais aujourd'hui, ça tend à changer un peu parce que justement, les filles qui sont là ont ça à cœur. Puis ils disent, ben là, non, mais pourquoi ça serait pas 2 filles? Donc, je pense que ça change pour le mieux. L'improvisation a peut-être encore la réputation d'être une activité masculine, mais chose certaine, elle est de plus en plus mixte. C'était Sévia Pellissier pour l'Exemplaire. Passons désormais au bulletin météo. Édouard, quelles sont les prévisions pour cette fin de semaine? Oui, en fait, présentement, il fait -1 à Québec et on expérimente notre première neige avec une combinaison de pluie, mais c'est très résiduel. Donc, pour en fin de semaine, les gens seront heureux d'apprendre que le soleil sera de retour avec une moyenne confortable de 4 degrés pour en fin de semaine. Donc, je vais rappeler aussi que vous avez jusqu'au 15 décembre pour procéder à l'installation de vos pneus d'hiver. Donc, ce serait le temps de de prendre vos rendez-vous avant qu'il ne soit trop tard et que la cohue des rendez-vous commence. Merci, Édouard. Merci. C'était le Midi de l'Exemplaire en compagnie de Cécilia Foissard et Sévia Pellissier pour la présentation, Kim Chabot pour la réalisation, Samuel Fournier pour la technique et Samuel Maheu pour la caméra.
Et enfin, Édouard Dufour pour la météo. On vous remercie de nous avoir écoutés. On vous retrouve demain à midi. Bonne journée à tous. Bienvenue pour le Midi de l'Exemplaire. Je m'appelle Cécilia Foissard. Bonjour. Bonjour Cécilia. Est-ce que je me présente? Non, c'est elle. 2, 3, go. Nous allons passer désormais au bulletin météo. Édouard, qu'est-ce que réserve notamment? Oui, en bien. Ça roule. C'était le Midi de l'Exemplaire en compagnie de Cécilia Foissard et Sévia Pellissier pour la présentation, Kim Chabot pour la réalisation, Samuel Fournier pour la... Ça fait vraiment beaucoup pareil. Ça roule! Nous allons désormais passer au bulletin météo. Édouard, est-ce que tu as du nouveau côté météo? Oui, exactement, Cécilia. Donc, il fait présentement moins 1 degré à Québec. Ce matin, les gens de Québec ont expliqué. On coupe ça, ma grande. Est-ce que vous êtes prêts? Il n'y a plus de place à la carte, ma gang de malades. C'est quoi l'affaire? Il y a un truc qui flash rouge. Vas-y. Mesdames, Messieurs, bienvenue pour le Midi de l'Exemplaire. Je m'appelle Cécilia Foissard et je suis en compagnie de Sévia Pellissier, ici présente. Bonjour. Hey, bonjour Cécilia. C'est moi qui l'ai chié, j'avais une phrase. Est-ce que tu précises la date? D'accord, merci pour tes observations, Kim.